Eh bien bonjour à tous pour ce nouvel épisode du Shop des Titans. On a l'honneur et le privilège de recevoir Antoine Goréa de chez Crisp. Salut Antoine. Salut Simon. Hello Antoine. Ça roule? Bah ouais, toi? Très bien, merci Ça beaucoup. Va super. On est hyper content de t'accueillir ici dans nos faux studios. Il faut le savoir, ce sont des faux studios, c'est une vraie salle de taf normalement. Pour tourner ce podcast avec nous, on va parler de plein de sujets. Yes. On va notamment parler de Crisp, des applications de messagerie, de chatbot, d'IA, je pense aussi beaucoup, puisque c'est aussi un sujet qui vous concerne et que vous travaillez pas mal. Ouais. Mais on va pas parler que de ça, parce que tu es un expert de plein de sujets. Alors le mot expert, c'est peut-être pas c'est un peu galvaudé comme expression, faire attention. Autoproclamé d'ailleurs. Ouais, exactement, autoproclamé, hashtag LinkedIn. Mais on va pouvoir parler de plein de choses et n'hésite pas à digresser, comme je te l'ai dit avant qu'on démarre ce podcast. Très clair. Est-ce que t'es prêt? Je me sens bien, je suis C'est prêt. parti. Trop cool. On va commencer par la question classique. Est-ce que tu peux expliquer un peu qui tu es, te présenter et ce que tu fais notamment chez Crisp? Écoute, moi je m'occupe de toute la partie marketing et plus globalement en fait les stratégies de croissance en lien avec Crisp. Nous aujourd'hui chez Crisp on évolue dans tous les pays du monde, majoritairement quand même sur 4 langues, le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais brésilien plutôt. Depuis la France, on est une équipe de 15 personnes aujourd'hui. Répartis entre la France, où en fait on a l'équipe Core qui s'occupe du développement, et d'autres pays comme les Philippines, l'Italie, le Portugal, le Mexique et le Chili, et le Brésil également aussi. On a recruté récemment un agent de support client d'ailleurs. Cool. Concrètement, qu'est-ce qu'on propose? On propose un logiciel de gestion du service client pour les entreprises partout dans le monde, et ce pour n'importe quelle industrie. Donc le e-commerce, c'est une industrie importante pour nous, mais c'est pas la seule sur laquelle on évolue, et c'est ce qui fait aussi un peu le charme de notre solution. Ouais, carrément. Il y a un truc qui est... Bon, je te l'ai déjà répété souvent, mais je pense que c'est un peu un cliché, mais les gens ont toujours cette vision du chatbot, tu vois. Mais en fait, c'est pas du tout que ça. Aujourd'hui, c'est en effet une gestion de service client, parce qu'en fait, vous permettez de rassembler plein de canaux de communication à un seul et même endroit avec des informations qui sont en fait consolidées pour n'importe quelle personne qui sera en contact avec tel ou tel client, parce qu'ils ont toutes les infos. Et exactement. Ça, on va notamment en parler plus en détail aussi. Ouais, exactement. C'est on va dire la complexité aussi de l'évolution d'une perception produit à une rapidité importante, c'est d'arriver à faire suivre la perception produit vs la réalité aussi de ce qu'est le produit en lui-même, et c'est pas facile en fait, c'est vraiment pas facile. Donc oui, en effet, historiquement on était un chat. Aujourd'hui on est comme tu le dis, un outil de centralisation des moyens de communication des entreprises, de fédération des équipes et de synchronisation des données pour qu'à chaque fois que tu reçois un message, peu importe le canal, en fait tu saches à qui tu as affaire en temps réel, et que tu puisses du coup créer une expérience client qui soit différenciante et en fait qui crée aussi des souvenirs pour les clients des marques qui nous utilisent. Ouais. Donc cette compréhension en fait du chat client, c'est d'une part un petit peu l'historique, mais tu as aussi en fait cet effet de tu arrives sur un site e-commerce et le premier lien que tu vas avoir avec Crisp dessus, c'est cette petite bulle que tu vas voir en bas à droite de ton écran. Exactement, c'est ça. C'est le truc que tu vois le plus. Mais pour autant, c'est que aujourd'hui, j'ai l'impression 5% du pouvoir en fait que tu aurais à utiliser Crisp en fait. Alors après, encore une fois, on n'est pas là pour faire non plus la promotion de Crisp à tout prix. Non, c'est vrai. Mais c'est un exemple évidemment. C'est pas sponsorisé. Achetez Crisp. Il y aura avec le code MoonMoon pour profiter de 30% de réduction. Il y aura quand même des codes promo. Non mais du coup, comme évidemment nous notre sujet c'est Shopify, on va aussi se concentrer pas mal sur ces sujets. Ouais, tout à fait, ouais. Et je voulais un peu te poser des questions sur l'historique de Crisp avec Shopify. Alors l'idée c'est pas de faire un cours d'histoire là-dessus, mais je sais qu'historiquement vous étiez pas dans l'App Store. Maintenant c'est le cas. Est-ce que tu pourrais raconter un peu cette histoire, parce que je pense que on n'est pas les seuls à avoir remarqué cette histoire, et tout à fait. Nous expliquer un peu comment ça fonctionne aujourd'hui. En fait, il y a 1 an et demi de ça, on a reçu un email de la part des équipes de Shopify qui disait en fait, votre app... Ils vous ont menacé, on peut le dire. Oui, clairement. Tout à fait. Non, en fait, ils nous ont dit très simplement votre application aujourd'hui est privée non listée.
C'est-à-dire qu'en fait, tu pouvais l'installer, mais c'était pas visible sur le store. Et en fait, ils ont supprimé ce type d'application parce qu'en fait, ils voulaient faire en sorte qu'il y ait une espèce d'harmonisation tant technique que qualitative sur les applications qui étaient accessibles pour les marchands, ce qui a beaucoup de sens en soi. Et donc nous, en fait, voyant ce problème arriver, on s'est dit, bon, il est peut-être temps qu'on se rapproche des équipes de Shopify pour pouvoir justement faire en sorte qu'on soit visible sur le store. Et donc, on a travaillé avec les équipes de Shopify France, d'ailleurs, que je remercie parce que ça a été vraiment, vraiment hyper cool. Et du coup, en décembre de l'année 2022... Ça me regarde pas, je sais pas. Ouais, si. Je me rappelle parce qu'en fait, on partait en retraite avec l'équipe Crisp. On était dans le métro entre Montparnasse et Gare de Lyon. Et on allait faire un week-end de raquettes, tu vois. Raquettes dans les montagnes. Et j'ai vu le mail en disant, ouais, c'est bon, vous êtes sur la marketplace. Ouais, j'ai crié dans le métro. Et t'as été checké en live si c'était ouais. Ouais. Trop cool. T'as préparé le storytelling, c'est magnifique. Incroyable. Et c'est une vraie histoire. Et donc, l'impact a été assez énorme, puisque, alors à ce moment-là, on avait 790 stores Shopify qui utilisaient déjà notre plateforme avant le listing. C'est ouf. Aujourd'hui, on est à 1700. Ouais, c'était surtout en France ou parce que vous êtes quand même. Les gens ne le savent peut-être pas, mais c'est quand même vachement connu à l'international. Ouais. Votre marché n'est pas forcément concentré sur Tout la à France. fait. D'ailleurs, c'est hyper éclaté, mais ce qui est une bonne chose. Et c'était déjà le cas au début sur Shopify, vu que vous n'étiez pas sur le store. Tout à fait, exactement. En fait, historiquement, c'était juste, tu vois, un script qui te permettait d'ajouter le chat automatiquement à ton site Shopify. Et puis, chemin faisant, tu vois, en force d'agréger plus de retours clients et tout ça, on a amélioré aussi la qualité de récupération des données, de synchronisation des données qu'on a aujourd'hui avec Shopify. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quelque chose de beaucoup plus complet que simplement, tu vois, la mise en avant de ce canal de communication qui aujourd'hui, même d'ailleurs, pour les acteurs du e-commerce, plutôt quelque chose qu'ils ne veulent pas forcément mettre parce que impactant pas mal de processus en interne parfois pour les entreprises. Ouais. C'est vrai que notamment sur la documentation, sur les chaînes YouTube, etc., tout est en anglais. Ouais. C'est vraiment un choix pour vous d'être parti très rapidement, très tôt sur l'international comme ça ? Ouais, carrément. En fait, c'était vraiment l'idée, c'est de se dire, le marché, il est mondial, il n'est pas juste français. On a un produit qui est mature au niveau mondial et pas juste au niveau français. Et donc, aujourd'hui, bien évidemment, on travaille un peu plus le marketing sur la France parce qu'on a cet ADN quand même, tu vois, et ça a de la valeur aussi pour nos clients d'avoir du support en français parce qu'on propose du support en français au travers de Crisp, puisqu'on utilise Crisp pour aider nos clients. Ouais, exactement. Ça va, c'est bon. Et ça fonctionne, le coup. Ça fonctionne, exactement. C'est l'argument marketing, ça fonctionne. C'est ça. Et donc, ouais, on a fait ce choix-là pour des questions d'efficacité aussi, tu vois, parce qu'en fait, comme on est une petite équipe, si on se met à créer du contenu, des articles d'aide, de FAQ en multilingue, en fait, c'est un travail infini, parce que comme on fait évoluer le produit très rapidement, ça veut dire qu'il faut mettre à jour à chaque fois, etc. Enfin, ça démultiplie le temps de travail pour chacune de ces articles-là, par exemple. Ouais. D'ailleurs, toujours pour rester sur ce sujet-là, évidemment, de Shopify, tu viens de parler justement de FAQ. Ça, c'est un des points qui est souvent ressorti, qui est une des astuces assez simples pour pouvoir justement soulager le service client en créant des FAQ. Vous avez plein de templates qui sont préparés pour le faire. L'accès à ces FAQ au travers évidemment du chat. Vous avez même des pages dédiées, donc c'est trop cool. Évidemment, l'idée de ce podcast, c'est aussi de donner un maximum de conseils pour pouvoir optimiser au maximum son site, faire le plus de ventes possible, la croissance, etc. Ouais. Est-ce que tu aurais... Alors je sais que c'est jamais une question très simple, mais 3 astuces un peu de base pour utiliser correctement un service comme Crisp et optimiser son Shopify avec ce que vous pouvez faire. Parce qu'en fait, je finirai là-dessus, on a pas mal de personnes des fois qui connaissent, qui en effet vont les installer, mais comme ils sont pas forcément toujours hyper bien onboardés au niveau de la pédagogie, ils connaissent pas forcément comment ça fonctionne et toutes les options que tu peux avoir, ils vont lâcher le truc en disant c'est juste un chat client et tout, alors que pas du tout. Si tu avais 3 trucs à dire, un solo founder par exemple d'un e-commerce, si tu dis t'installes Crisp, t'as 3 trucs à faire ça va te prendre 1, 2, 3 heures et après ça va te soulager mais tellement de temps, qu'est-ce que tu conseillerais?
Déjà, ouais, en effet, c'est d'en créer une, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, de boutiques en ligne qui n'ont pas de FAQ ou qui ont des très mauvaises FAQ. Je suis allé sur le site de Bonne Gueule tout à l'heure, et c'est exactement le genre de choses qu'il ne faut pas faire, en fait, qu'ils ont fait. Donc voilà, si vous voulez voir une mauvaise FAQ, allez sur le site de Bonne Gueule. C'est parce qu'ils ont fait un headless, c'est pour ça. Peut-être, sûrement. Ce sera le sujet d'un autre podcast. Une FAQ, c'est intéressant si on regarde au niveau stratégique pour différentes choses. La première, c'est qu'en fait, ça va te permettre de rendre tes clients autonomes, tu vois, parce qu'en fait, ils n'ont plus besoin d'attendre que toi, agent de support ou dirigeant d'entreprise, tu répondes à ces personnes qui se posent des questions par rapport à ton produit. C'est une première chose, c'est que ça accélère le cycle de vente. La deuxième chose, c'est que c'est tellement sous-estimé, mais en fait, c'est un nouveau canal d'acquisition aussi, puisqu'en fait, ces articles que tu vas créer, ils sont indexés dans Google. Et donc, ça te permet, de permettre à tes clients ou tes potentiels clients de te trouver directement depuis Google. Et le troisième point, c'est que ça va aujourd'hui aussi pouvoir nourrir une intelligence artificielle qui va se servir de la qualité de tes articles, du contenu de tes articles pour apporter des réponses en temps réel aussi, et du coup te décharger de ces questions un peu répétitives et à faible valeur ajoutée auxquelles un être humain n'a pas forcément intérêt à répondre, tu vois. Donc ça, c'est les 3 grands points stratégiques, tu vois. Et donc pour se lancer, en vrai, j'avais parlé justement avec le Kevin Indig. Kevin Indig, c'est un mec spécialisé en création de contenu sur le e-commerce aujourd'hui. Il a travaillé sur Shopify avant, celui qui a mis une grande partie de la stratégie de SEO de Shopify en place. Et je lui avais demandé, mais est-ce que tu penses que les articles d'aide type FAQ doivent être réfléchis d'un point de vue SEO ? Et il m'avait dit, la réponse était limpide, tous les contenus devraient être pensés avec le SEO en tête. Et donc il y a une entreprise qui m'inspire beaucoup moi, aujourd'hui sur l'e-commerce. Pour sa stratégie de création de contenu sur sa FAQ, c'est Sonology. Okay. Et donc Sonology a vraiment utilisé sa FAQ comme un axe de développement de trafic et d'acquisition de nouveaux clients potentiels de façon extrêmement intelligente. Donc ça, c'est un conseil que je donne ici, c'est source d'inspiration. Il y a pas forcément aussi dans le e-commerce, tu vois, mais une boîte qui s'appelle Caption. Caption, c'est un logiciel, une marketplace française qui permet en fait aux entreprises de revendre des actions sur des marchés secondaires. Et eux aussi ont réussi le challenge un peu compliqué de rendre ça sexy. Et c'est pas facile, tu vois, parce que c'est quand même un peu ennuyant une FAQ, quoi. Ouais. et en fait, toi, tu as cette notion de... Tu as une question, tu as une problématique. Et en fait, si tu réfléchis un petit peu dans cet axe-là de réponse à une problématique, tu dis qu'il y a forcément quelqu'un qui va l'avoir. Moi, j'ai toujours cet exemple de la FAQ de... J'ai eu un problème avec mon volet roulant, tu vois. Ouais. Et du coup, je suis allé taper vraiment la type de problématique parce que je suis allé démonter un petit peu le truc, regarder. Et du coup, je pose une question assez précise. Et là, du coup, tu arrives sur un axe de réponse ultra qualitatif pour ton cas de problème. Et là, tu es directement OK, mais en fait, eux m'apportent exactement la réponse, c'est telle pièce, c'est tel machin. J'achète chez eux. C'est qu'il y a vraiment une logique de crédibilité aussi. Tu touches peut-être pas tout le monde, mais par contre, tu convertis aussi, je pense, plus facilement parce que tu apportes la réponse directement, quoi. Ouais, c'est une question après de qualité perçue, je pense, qui est importante et qui a un impact sur l'acte d'achat par la suite aussi, puisqu'en fait, si tu as des expériences positives répétées avec une marque, qu'elle soit physique ou 100% dématérialisée, forcément, en fait, elle va rentrer dans ton esprit et tu vas te dire, en fait, j'ai besoin de ça, c'est là qu'il faut que j'aille parce que c'est les experts, quoi, tu vois. Carrément. Et plus précisément sur des choses qui vont rentrer en ligne de compte avec Shopify, sur la partie peut-être push produit ou en tout cas renseignement d'achat par rapport aux clients. Ouais. Quels sont, toi, les comportements que tu vois le plus sur Shopify et qui te semblent le plus utiles pour quelqu'un qui serait sur Shopify ? Je vais te donner des exemples. C'est un push produit automatisé en fonction d'une question d'un client ou, en effet, voir dans le back-office de Crisp que tel client, c'est un client premium parce qu'il a déjà acheté pour plus de 500 €, etc. Est-ce que tu as des exemples comme ça à nous donner qui peuvent intéresser les gens et qui ne connaissent pas forcément Moi, je vais juste donner des stats qu'on voit dans un premier temps sur la FAQ. Je pense que c'est important. Mettre en place une FAQ, en moyenne, c'est 40% de réponses en moins à apporter. Ouais. Tu vois, donc c'est impactant en termes de temps de travail. Si tu estimes, tu vois, un temps moyen par conversation avec un client autour de 5-8 minutes, tu peux déjà, tu vois, mesurer un réel impact carrément. de productivité sur ce genre de choses-là.
Après, en plus, si tu te mets à mesurer l'impact sur le nouveau business, c'est encore plus intéressant. Et ensuite, là c'est des nouveaux usages qu'on est en train de déployer, mais aujourd'hui, quand on combine FAQ et IA, on arrive à des taux de résolution de conversation à hauteur de 55%. C'est-à-dire qu'en fait, tu te libères de 55% de tes conversations parce qu'elles sont gérées par l'intelligence artificielle et nourries par ta FAQ et d'autres sources de contenu que tu aurais connectées ou que tu aurais manuellement, tu vois, insérées. Et ça, c'est vraiment un enjeu important, je pense, pour beaucoup de marques. Ouais. Donc, si je reprends tes stats, quelqu'un arrive sur le site parce qu'il a une question. Il y a 40% de ce trafic-là qui va être directement géré par la FAQ. Ouais. Et du coup, sur le 60% restant, il y a 55% qui peut être traité aussi directement via Exactement. Okay. Exactement. C'est les stats que nous, on a mesurés sur des implémentations. La stat sur l'IA, c'est récent parce qu'en fait, c'est des choses qu'on a mis en place en novembre de l'année dernière. Et donc, petit à petit, on commence à agréger plus d'informations. Mais ouais, c'est un réel impact en tout cas sur la productivité des personnes parce qu'en fait, la plupart de ces conversations-là, tu vois, en e-commerce, ça reste quand même du style où est ma commande, ou j'ai un retour produit, comment faire. En fait, il y a quand même peu de valeur à ce qu'un être humain la gère, tu vois. Donc, il vaut beaucoup mieux que l'être humain il se concentre sur l'avant-vente, sur le conseil, tu vois, sur l'expertise produit, plutôt que sur des problématiques qui sont pas hyper valorisante tant pour la personne que pour le client final également aussi. Ouais, non mais carrément. Et notamment les autres points qui peuvent être intéressants, c'est quand vu que vous pouvez agréger plusieurs messageries, tu peux à la fois t'occuper des clients qui vont te répondre sur Crisp au travers de ta bulle de chatbot de ton e-commerce, mais tu peux savoir si c'est des personnes qui éventuellement t'ont décontacté sur Messenger, ou sur Instagram, etc. quoi. Exactement, ouais. Est-ce que tu peux qualifier la qualité, je mets des grosses guillemets, de ton prospect à ce moment-là, même une personne nouvelle qui viendrait te parler sur le chatbot, mais qui t'a déjà parlé sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui te montrent que telle ou telle personne est plus intéressante, déclencher des alertes en fonction des personnes? Alors, ce qui est compliqué avec les sources externes que tu maîtrises pas, comme tu vois, un canal WhatsApp, un DM Insta, ou un message Facebook, ou même tu vois, un appel téléphonique par exemple, c'est les données qui sont partagées. Parce qu'en fait, la plupart de ces plateformes, elles veulent au minimum partager leurs informations. Donc, typiquement, l'API de Messenger te donne un nom, un prénom et une photo de profil. C'est tout. Tu peux pas d'email, de compte, non. Que ce soit. Non. Donc tu sais pas forcément rattacher exactement ces personnes, sauf avec le nom et le prénom. Au premier échange, tu sais pas. L'enjeu, et c'est là où l'humain rentre en compte, c'est d'être capable de savoir à qui tu as affaire, de demander peut-être un email ou un numéro de téléphone, qui là va pouvoir déclencher la synchronisation avec ta base de données. Donc peu importe en fait ton écosystème tu vois, de stockage, que ce soit un logiciel ou un site de e-commerce, en l'occurrence Shopify, une fois que tu as cette donnée-là, là, la synchronisation peut se faire et du coup, l'échange peut commencer. Après aussi, ces étapes-là peuvent être automatisées. Tu vois, tu peux tout à fait demander aussi un numéro de commande ou ce genre de choses et lancer après des synchronisations en fonction de ce que tu veux. Mais voilà, en fait, il y a, hormis sur le chat, parce que nous, on le contrôle, donc on sait quelles sont les données qui peuvent être récupérées. Les données tierces sont très limitées aujourd'hui, parce qu'il y a tellement d'enjeux autour de ces données-là que bien évidemment ces plateformes ne les partagent pas. Et tu parlais d'IA évidemment tout à l'heure. Je sais plus si tu l'as dit, mais en tout cas, je sais que vous avez développé votre propre IA pour votre chatbot. C'est le cas. Qu'est-ce qui fait que vous avez fait ce choix-là plutôt que de récupérer une intelligence de ChatGPT ou je ne sais qui pour nourrir votre intelligence et les réponses qui seraient générées? Il y a différentes raisons. Déjà, la première, c'est que nous, on pense que le service client 100% automatisé, c'est pas la clé. Tu vois, que quand on parle de e-commerce justement et de produits, et quand j'échange avec les entrepreneurs qu'on connaît, en fait, c'est tous des gens qui sont passionnés par ce qu'ils vendent. Tu vois, ils ont une vraie expertise. Et ça, en fait, tu auras beau donner tout le contenu que tu veux à une IA, elle remplacera jamais l'empathie humaine. Et on est encore très loin de, tu vois, l'AGI, l'intelligence artificielle générale. Donc, c'est pour ça que c'est important, tu vois. Moi, je vois, et nous, chez Crisp, on voit vraiment l'IA comme un moyen de renforcer les compétences des équipes de support et de leur permettre de gérer plus de conversations en y passant moins de temps. Donc pour tout ça, on a fait des choix qui sont forts, tu vois.
et dans une logique aussi tarifaire qui est la nôtre, parce qu'en fait, on a des tarifs qui sont bas, mais ça induit du coup aussi une structure de coût fixe qui doit être bien maîtrisée. Et donc mettre en place par exemple un chat GPT, c'est peut-être très bien, mais c'est très cher derrière aussi. Donc ça voudrait dire aussi impacter le prix sur nos clients. Et donc on a fait la décision d'utiliser un modèle qui était plus généraliste, moins spécialisé dans la génération de contenu. Tu vois, tout ce dont on parle aujourd'hui qui sont les chats GPT, les Mistral et peut-être les Llama aussi, ils sont très forts en génération de texte, mais ils sont pas bons sur le résumé, ou tout du moins pas aussi bons que certains modèles qui sont plus généralistes et mieux entraînés, tu vois, sur une chose là. Donc on a fait le choix de prendre un modèle open source et de l'adapter à nos besoins, plutôt que d'aller sur un truc hyper généraliste qui nous aurait coûté très cher, tant en termes de performance qu'en termes de tarifs, quoi. Ouais, et puis de rapidité d'interaction client aussi, parce que tu viens de le dire, ces intelligences artificielles, elles expliquent très bien, mais avec des longues phrases, etc. Oui. Aussi, tu vois, donc tu peux aussi noyer ton client dans des trucs plutôt... Parce que de ce que je comprends, c'est que votre système est beaucoup plus direct dans les réponses que ce que peut l'être un chat GPT. On est encore au balbutiement, tu vois, et c'est un travail qu'on a mené sur 1 an, là, mais il y a des clients qui nous font ce retour en disant on aimerait bien pouvoir modifier le ton aussi, pour que le ton s'adapte à l'univers de la marque. Et ça, c'est un sujet qu'on n'a pas adressé encore et qui peut-être viendra dans le futur. Mais du coup, c'est dur de pouvoir se comparer, tu vois, à un chat GPT. Oui, bien sûr. Je pense qu'ils ont quand même un mérite qui est exceptionnel et ce serait un peu ambitieux pour nous de se dire non, on est meilleur qu'eux sur ceci ou sur cela. On avance avec nos moyens et qui sont déjà très bons, tu vois. On a en effet un serveur dédié qui tourne et ça demande beaucoup de ressources, tu vois, technologiques, énergétiques et humains, parce qu'il faut du monde pour développer tout ça. Et donc on avance, mais c'est des sujets qui sont structurants, parce que c'est essentiel, à mon sens, pour le service client demain de se servir de la technologie comme d'un moyen d'augmenter la performance des agents de support, pour rendre le client toujours plus satisfait, parce que c'est ça la finalité en fait, tu vois. Et puis personnaliser le ton comme tu l'évoques, ça sous-entend du coup adapter des GPTs à du coup au système CRISP, et du coup d'avoir plein de versions différentes pour plein de personnes, pour un usage qui, on l'espère normalement, un client qui va sur un site, il vient pas toutes les 20 minutes pour poser une question de chat client, quoi. Aujourd'hui, tu vois, on nourrit le modèle de 3 sources différentes. Tu as l'AFAQ, comme j'expliquais tout à l'heure. Tu as les données conversationnelles. Donc l'enjeu est essentiel pour une marque demain de connecter le plus grand nombre de canaux à notre plateforme, parce que plus il y aura de messages entrants, c'est-à-dire que plus il y aura de messages qui seront envoyés aussi de la part de la marque, avec l'expertise forte produit qu'elles ont, plus du coup le modèle pourra apprendre et sera pertinent dans ses réponses. Donc FAQ, échange conversationnel, et puis source tierce, donc là c'est typiquement le site web. Et donc demain l'enjeu c'est d'être capable aussi d'avoir une IA qui te préconise les bons produits, fonction du contenu que tu as mis à ta disposition sur le site. Et donc ça, c'est, tu vois, c'est contre-intuitif. Mais en fait, les sites de demain qui auront les meilleures performances en termes d'IA générative, ce seront ceux qui auront une fiche produit la plus détaillée possible, avec aussi des conseils d'utilisation les plus qualitatifs, etc. etc. Parce que, en fait, ça va servir à nourrir les modèles, Ce sera l'extrait pour faire la promotion du podcast. Non, mais c'est hyper intéressant. Mais d'ailleurs, je rebondis là-dessus. Mais je te disais avant qu'on commence le podcast que j'avais écouté un autre podcast auquel tu as participé qui s'appelle SaaS Maker, qui a été créé par Julien Lecoupenec, mais aussi en collaboration d'ailleurs avec Valérian. Avec Valérian, tout à fait. Hyper intéressant, où vous parlez justement de ça, où toi tu donnes ta vision des choses sur l'IA, qui est en fait cette IA, il vient quand même se nourrir d'informations qui existent quelque part, notamment sur le web, et que toi tu as intérêt à faire partie de cette source de cette IA pour apporter des réponses. Donc commencer à préparer un maximum de contenu sur ton site, peu importe ce que tu fais. Là on parle même pas de e-commerce particulièrement, oui, tout secteur confondu, Là tout le monde devrait pouvoir justement pré-mâcher des réponses que l'IA jugerait comme étant pertinentes pour pouvoir la retransformer et la retransmettre aux personnes qui vont poser des questions au sein de ChatGPT, etc. Donc méga intéressant.
j'ai perdu. J'avais une question propre encore à l'IA. Ouais, c'était plutôt ta vision sur l'IA et le e-commerce plus spécifiquement, mais peut-être que tu n'as pas cette réponse-là sur les prochaines années. Comment tu vois évoluer les choses? Est-ce que c'est peut-être au travers de vidéos générées automatiquement en fonction de ce qu'il y a sur une fiche produit, par exemple, tu vois. Donc par exemple, tu as l'IA qui lit ta fiche produit et ça te génère une vidéo explicative de ton produit, par exemple. Tu vois, parce que aujourd'hui, je le dis assez régulièrement, mais peu de gens le font. C'est sur les fiches produits de mettre des vidéos d'eux-mêmes en train d'expliquer leur propre produit. Dijon vient de le mettre en place d'ailleurs il y a pas si longtemps que ça. Donc c'est bien la preuve aussi que c'est des éléments qui permettent de pousser les choses. J'imagine, ouais. Enfin voilà, est-ce que tu as comme ça une vision, pas forcément sur il y a deux enjeux, ouais. Mais, autant parler de e-commerce puisque on est quand même là pour ça. Il y a deux éléments forts. Je pense qu'il y a l'aspect back-office, tu vois, sur comment est-ce que l'IA vient nourrir la création de contenu pour les acteurs du e-commerce dans la rédaction des fiches produits, parce que c'est un truc hyper douloureux quand même, et qui est très chronophage aussi. Donc ça, à mon avis, c'est un vrai gain de temps. Le deuxième, c'est... alors, on parlait de contenu textuel, mais contenu visuel aussi. À mon avis, les IA génératives de demain, elles te sortiront, et même déjà le cas, je crois qu'aujourd'hui, Shopify Winter Edition, là, ils ont dit que ils faisaient les backgrounds maintenant de façon entièrement automatisée, donc c'est génial. Et puis demain, tu peux imaginer plein de trucs. Enfin, tu peux imaginer des agents virtuels qui pourraient être capables d'avoir une conversation vocale avec toi et de te conseiller le meilleur produit par rapport à ta fiche client, tu vois. Donc, tu as énormément de choses que tu peux imaginer. Tu vois, le Apple Vision Pro aussi, c'est des sujets intéressants qu'on pourra aborder plus tout à l'heure. Enfin, il y a plein de changements structurels, mais ce qu'on remarque quand même malgré tout, c'est que la finalité du e-commerce, c'est de devenir physique, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'on se lance en ligne, mais en fait, là où les marges se font et là où les chiffres d'affaires se font, c'est dans ce bon vieux magasin traditionnel. Je dirais pas là où les marges se font, mais je dirais là où le scale se fait, plutôt. C'est qu'à un moment donné, tu vas être obligé, si tu veux vraiment dépasser une certaine limite, de te mettre en magasin. On l'a vu avec n'importe quelle marque. Toutes celles qui commencent à cartonner, elles arrivent à un plafond de verre. Mais après, je suis sûr qu'il y a des contre-exemples aussi là-dessus. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une marque qui fait des vêtements pour les médecins aux États-Unis, qui cartonne. Elle est qu'en ligne et tu peux pas l'acheter en magasin, par exemple. Tu vois. C'est marrant, ça. Donc ça, c'est assez hallucinant. Voilà, mais c'est vrai que ça a tendance à aller plutôt. Et moi, j'ai une question pour vous, du coup. Imagine c'est pas comme ça que ça se passe. imagine tu rentres chez Fago à Nantes dans la boutique et il n'y a aucun vendeur dans la boutique. Comment tu réagis? Est-ce que tu voles un t-shirt déjà tout de suite ou pas? Non, j'en vole 10. Mais je crois qu'il y a une vidéo YouTube qui faisait des tests comme ça, justement en mode, il y avait écrit à l'entrée genre voler quelque chose, tu vois. Et genre vraiment, les gens sont, tu vois, on te demande pas de voler quelque chose, tu vois. Du coup, t'es un peu perturbé. Je vole si je veux, ok. Je pense pas que ce soit genre un truc. Non, c'est pas ça que je voulais. Bien sûr. Non, par contre, t'es perturbé quand même. Par contre, en dehors de notre avis perso, en fait, il y a eu des tests avec Amazon, des stores Amazon aux États-Unis, où en fait, tu rentres dans les magasins, tu fais toi-même tes trucs et en fait, ça scanne ton panier automatiquement et ça débite sur ta carte, tu vois. Mais en fait, ce truc-là, ça n'a pas trop continué à se faire, en fait, tu vois. Ça a échoué parce qu'en fait, t'as toujours quand même besoin d'avoir un minimum d'humain à un moment donné. C'est aussi pour ça que je pense que votre vision sur l'IA autour de CRISP, etc., le fait de se dire que de toute façon, à un moment donné, si tu veux apporter un vrai service client, tu peux répondre à pas mal de questions automatiques qui sont un peu bateaux que tu as dans 80% du temps. Par contre, sur les 20 derniers, tu auras toujours besoin d'avoir un peu de contact humain, etc. Mais ton exemple là, justement d'Amazon, il y a un épisode qui veut mettre mon associé là, de cette saison où quelqu'un justement commercialise un espèce de système de caméra avec lecteur de code barre que tu peux greffer du coup sur ton caddie. Donc c'est du B2B2C, tu les installes sur les caddies et c'est déjà en usage aussi un petit peu partout en France. Donc c'est pas mal géré, en fait, un système de caméra où au final les personnes, les acteurs qui sont là pour gérer ces trucs-là sont dans une salle derrière et gèrent les caméras des différents... Ouais, mais la personne elle va quand même passer à un portail à un moment donné.
Elle passe le portail. Alors en fait, que là, Amazon, c'était en mode tu rentrais, tu sortais. En fait, il y a une analyse de risque qui est faite si jamais il y a des potentiels mouvements détectés un peu chelous. Il y a des caméras à plusieurs angles. Si tu essaies de passer deux produits, de passer deux produits en cachant l'un derrière l'autre, etc., ça détecte une erreur et du coup, tu dois passer par la validation de quelqu'un sur la FBI qui débarque. Ouais, tu vois. Mais du coup, non, pour répondre à ta question, en effet, on n'est pas forcément trop prêt à ce genre d'évolution tout de suite, à se dire, ok, je rentre dans un magasin, il n'y a rien du tout, qu'est-ce que je fais, tu vois. Il te faut une notice, il te faut quelque chose. Et si je vous pose cette question, c'est parce qu'en fait, c'est la même chose quand tu vas sur une boutique en ligne, en fait, tu vois. Pourquoi est-ce que tu mettrais pas un vendeur à dispo sur ton chat pour accompagner tes clients dans leur acte d'achat? Ouais. Tu vois. Mais ça, c'est un sujet que j'ai eu encore la semaine dernière. C'était, tu vois, on avait des clients pour lesquels on est en train de faire un site et eux sont plutôt premium et disaient on ne veut pas mettre le prix sur les cartes produits. On veut les mettre vraiment que presque au dernier moment. Après la personnalisation, genre de choses, quoi. Ouais, en gros, en quelque sorte. En gros, tu le vois le plus tard possible. Voilà. Mais c'était plus dans une notion de premium, on est dans l'image, etc. Et en fait, je leur expliquais que ils ont des magasins aussi. Je dis, vos magasins, ils fonctionnent bien. Leur site actuellement ne fonctionne pas très bien, tu vois, parce qu'on est en train de refaire leur site. Mais en magasin, vous avez des étiquettes avec des prix, on est d'accord. Donc les gens peuvent aller dans les regarder. Machin. Bien sûr. On fait oui. Mais ils achètent et tout, etc. Parce que nous, c'est très premium, très épuré. Oui, mais en fait, tu as quand même affiché ton prix, tu vois. Et après, tu as un vendeur ou une vendeuse qui vient et qui argumente autour de ce vêtement pour que tu l'achètes. Donc, il ne faut pas que tu compares un vêtement qui est juste affiché à un écran comme ça tout seul. Les gens vont pas l'acheter aussi facilement que quelqu'un qui va être en magasin, qui va dire elle va super bien, la fringue, etc. Donc il faut essayer de répliquer cette expérience-là sur les stores, et c'est pour ça que la vidéo te permet ça. C'est aussi pour ça que notamment des outils comme Crisp te permettent ça, parce que tu as un lien avec une personne qui peut te dire ce truc-là il est bien, ou même faire de l'anti-vente, tu vas dire attention, ce produit-là il taille grand, faites gaffe, etc. Ça t'évite des retours produits aussi, enfin, tu vois, il y a plein de valeurs, et en fait c'est la même logique, tu vois. Quand tu rentres dans une boutique physique et qu'un vendeur te demande est-ce que je peux vous aider, en général tu dis non parce qu'en fait t'as juste pas envie d'être entre guillemets dérangé, quoi, tu vois. Et en fait c'est pareil sur le site, tu vois. Si t'envoies un message automatique depuis le chat qui dit hey on est là, en fait les gens la plupart du temps ils vont fermer la bulle et puis ils vont continuer tranquillou, tu vois. Et il y a une boutique à Nantes qui fait ça hyper bien, je trouve, c'est House of California, où en fait quand tu rentres dans la boutique ils te demandent est-ce que t'es déjà venu, tu vois. Exactement. Et en vrai, c'est hyper smart, tu vois. Parce que c'est un oui ou un non. Et dans tous les cas, le mec, il peut engager derrière, quoi, tu vois. Et dans cette logique-là, en ligne, tu devrais aussi réfléchir à des moyens des espèces d'icebreakers, tu vois, qui permettent d'engager la conversation de façon intelligente. C'est marrant que tu parles d'eux parce que je me suis toujours dit, ils sont hyper friendly dans ce magasin. Ouais, de ouf. Et je me suis dit, putain, mais ils sont trop forts et tout. Et j'avais jamais capté qu'en effet, c'était ça. C'est la phrase d'accroche. Je fais le deuxième magasin il y a quelques semaines et c'est vrai que je m'étais fait la remarque de c'est rigolo comme accroche et tout de suite ça te met méga à l'aise. Tiens, regarde, c'est les nouvelles collections, c'est les trucs. T'es venu chercher quelque chose et en fait c'est ça, t'as cette première question, ce premier lien où t'es pas juste je peux t'aider. Non, en effet. Non mais c'est hyper intéressant, mais bizarrement les gens ont pas le réflexe de se dire en fait mon e-commerce, il faut que j'en fasse la même expérience que mon magasin. Si toutefois ton magasin marche bien. Et que tu as un magasin. Il y a aussi beaucoup d'e-commerçants qui sont juste digitaux. Oui, mais c'est même pas par rapport à ton propre magasin, c'est aussi l'expérience que tu as dans d'autres magasins. Tu vois, Antoine, il parlait de House of California. Antoine, Chris, vous n'avez pas de magasin. Pour autant, tu sais quel comportement tu aimerais avoir sur des e-commerce, tu vois, donc c'est hyper intéressant. Pour revenir sur Crisp entre guillemets, mais aussi les systèmes qui font un peu la même chose. Quelle est la fonctionnalité, en tout cas chez vous, auquel vous étiez jamais dit c'est un truc qui va être une espèce de banger, un truc qui cartonne de ouf et qui en fait est vachement utilisé? Je vais te donner un exemple. Moi je me souviens une fois où j'étais venu dans les bureaux et tu m'avais montré un truc pour montrer un peu l'outil, etc. Et tu étais en support client et tu avais dit regarde, je vais déclencher une visio. Et tu déclenchais une visio en live et la personne à chaque fois elle est en mode c'est fou, elle est trop contente. Elle dit mais c'est vraiment ultra personnalisé. Et ça refait le lien avec ce qu'on disait sur l'humain, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu es sur le chatbot, t'as l'impression que c'est un robot. Et quand tu dis non, je suis pas un robot, regarde, boum, visio, et t'es dit en direct, tu galères, qu'est-ce que tu veux faire? Ça change tout. Là, je pense que ton taux de conversion, il explose, quoi. Le taux de satisfaction moyen des conversations gérées par un bot
est inférieur au taux de satisfaction moyen des conversations gérées par un humain. Donc ça, c'est important de le savoir. Tu vois. En revanche, là où il y a quelque chose d'intéressant à noter, c'est que quand tu combines les deux, tu as un taux de conversion qui se met entre les deux. Tu vois. Donc c'est ça tout l'enjeu, en fait, c'est de trouver la bonne limite entre automatisation et conversation humaine. Donc pour répondre à ta question, la petite feature un peu. Le truc peu cool, c'est le partage d'écran en temps réel, où en fait tu peux prendre la main sur l'utilisateur quand il est sur ton site et l'accompagner vers la bonne catégorie de produits, fonction des échanges que tu as pu avoir avec lui sur le chat, par exemple. Et puis tu lui fais acheter plein de trucs. Voilà. Alors non, bien évidemment. Je vais regarder tes mots de passe et les cartes bleues enregistrées directement. C'était bien évidemment RGPD compliant. Bien sûr. Et précisons. Voilà. Et les données sensibles sont cachées automatiquement. Ouais. Je rebondis juste sur cette petite feature, un autre cas d'exemple à utiliser du coup Google, notamment la version Workspace payante. Ouais. Moi, c'est pareil, le support Google pour moi c'était un truc, ça n'existe pas, il y a que des FAQ et c'est débrouille-toi. Et sur la partie Workspace, c'est gueudin. Enfin genre t'as vraiment ce chat qui est là, directement t'as la moindre question, le mec te propose un meet en mode vas-y montre-moi et toutes les personnes qui te répondent, t'as l'impression que c'est vraiment des experts, ton niveau de satisfaction est dingue à chaque fois que tu utilises le support. Faut pas que tu dises ça aux agences de SEA parce que galère à avoir du support chez Google apparemment. Dans le contexte Workspace. Sur du mass market, c'est beau de réussir à faire ça à ce scale-là parce que quand tu sais la puissance qu'ils ont, le nombre d'utilisateurs et tout ça, c'est beau de voir ça aussi, tu vois, parce que ça veut dire qu'ils ont compris qu'en fait le service client c'était pas un centre de coût, mais en fait c'était un moyen de générer du bouche à oreille. Regarde, tu viens d'en parler, tu vois. Voilà. Non mais c'est. Alors moi j'ai une statistique qui était claire. J'ai pas la stat exacte, mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est que tu avais un niveau de un niveau de satisfaction pour des marques qui était supérieur quand tu avais eu un problème avec elles et qu'elles te l'avaient réglé, tu vois. Ouais. Et donc le support client te permet de faire ça justement. Et en fait, c'est assez dingue, mais quand t'as pas eu de problème avec quelqu'un, genre en mode bah ouais, nickel et tout, tu vas lui donner une note de 7 sur 10. Par contre, si t'as eu un problème avec elle, qu'elle a été hyper réactive et qu'elle a réussi à répondre à ton problème, tu vas avoir une note de 8 ou 9 sur 10. Tu vois. C'est assez hallucinant. Ouais. Et bah, c'est un peu ce que t'expliquais avec Google, c'est parce que en fait, t'avais pas de gros problème, mais le fait qu'ils aient réglé ton problème, t'es en mode putain, c'est trop bien, et en effet, t'en parles. Tu vois. Ouais, tout à fait. Et c'est canon. Pour les gens qui doutent encore, tu vois, de l'impact d'un chat, moi j'ai agrégé pas mal d'études scientifiques. En fait, moi, c'est un truc que j'ai fait par le passé quand je travaillais en agence. C'est que je lisais beaucoup de papiers de recherche qui me permettaient du coup d'arriver à un rendez-vous client et de dire les derniers papiers de recherche disent que X, Y et Z, ça te donne, tu vois, cette fameuse perception d'expert. Et ça te permet aussi de ne pas avoir ce bon vieux, cette bonne stratégie du doigt mouillé, quoi, tu vois. C'est des gens, des scientifiques qui ont fait des études. Et donc, il y en a plein sur l'impact d'un chat sur la vente en ligne. J'en ai sélectionné 3 qu'on mettra peut-être dans la description de J'allais te demander la vidéo. Des sources. J'ai récupéré tous les liens et j'ai bien fait mon travail en devenir. Ouais. Magnifique. Et du coup... Anatole, tu mettras ça dans la description. Ok, il dit oui. Tu vois, la première, c'est qu'en fait, il y a une preuve scientifique sur l'impact et la présence d'un chat sur les taux de conversion. C'est-à-dire que, et ça c'est quand même hyper intéressant, tu as une différence qui a été notée par des scientifiques au cours d'une étude, tu vois, qui dit on a mesuré le fait que l'impact d'un chat était positif sur le taux de conversion. Et donc du coup, tu vois, dans l'étude là, ils disent quoi ? Ils disent les signaux affectifs, donc reflétés par la politesse des agents de support par exemple, ont un impact sur le taux de conversion, mais également aussi les signaux informatifs, reflétés par la quantité d'informations et la rapidité de réponse. Ouais. Et ça, c'est une autre stat qui est quand même importante à prendre en compte, c'est qu'en fait, aujourd'hui, si tu as un chat et que tu réponds en plus de 2 minutes après le message reçu, tu as 70% de chances de ne pas choper le lead. Donc, tu as un vrai enjeu de rapidité aussi. Mais ce qui est logique, puisqu'en fait, quand tu rentres dans une boutique physique, si tu poses une question et que le mec il est là en train de te regarder avec ses grands yeux et que 2 minutes après il répond, bah en fait c'est hyper bizarre, tu vois.
Ou alors il fait rien, mais il te demande 1 minute quand même. 1 minute, s'il vous plaît. Et il attend comme ça. Horrible. Donc, mais en fait, tu vois, mais moi j'ai mis du temps à comprendre ça aussi. Et en fait, je suis en train de me dire, mais en fait, cette boutique physique, cette boutique en ligne, elle doit être traitée de la même façon en termes de comportement qu'une boutique physique que tu as au coin de la rue, tu vois. Et ça, c'est assez dingue. Parce que y a très peu de gens qui l'ont compris encore à aujourd'hui. Ouais. Ouais. Mais je pense que notamment quand tu es un petit peu dans le, on va dire dans le web, etc., tu as l'habitude de l'insynchrone, tu vois. Nous, on bosse pas mal sur Slack, bien etc., sûr, évidemment. Bien sûr. Bah, nous aussi, ouais. Donc on a l'habitude de ça, donc c'est des méthodologies. Par contre, dans la vraie vie, les 98% des gens n'ont pas l'habitude de travailler avec ces méthodes-là, tu vois. Ouais. Donc c'est plutôt genre on passe des calls plutôt que d'envoyer un Slack, tu vois. Donc en effet, en magasin, tu vas pas attendre 5 minutes pour avoir ta réponse, quoi. Non. Donc en effet, clairement. Il y a un petit truc sur Crisp aussi que j'avais. Alors c'est pareil, c'était sur l'ancien site de Moon. Je l'ai rechecké il y a pas si longtemps que ça et j'ai recliqué sur le Crisp pour voir. Et il y a Crispy Bird aussi que vous aviez lancé sur le chat. En gros, c'est le Flappy Bird, le petit truc où il faut appuyer sur une touche de ton clavier, tu vois. Donc mais ça, est-ce que ça convertit vraiment ça? En fait, ça permet de faire attendre les gens plutôt que tu sais, t'as le mec qui te regarde avec tes grands yeux. En fait, là, le mec te propose un jeu et tu dis tiens, joue et après je te réponds, tu vois. La logique Google, je vais faire que de parler d'eux, je pense, dans ce podcast-là, avec le petit dinosaure qui saute quand t'as pas de connexion. C'est un peu le même schéma. Tu attends. En fait, en effet, quand t'as un temps de réponse supérieur à 1 minute, automatiquement, si c'est activé dans les paramétrages de ton espace de travail, on va te proposer un jeu. Qui va te permettre du coup d'attendre, tu vois. C'était ça la feature incroyable. Paramétrer le jeu dans Crisp. Et en fait c'est Baptiste qui a fait ça il y a pas mal de temps et on l'a réutilisé sur un salon là, le premier salon qu'on a fait de toute l'histoire de la boîte où en fait on faisait un jeu concours sur ce même jeu et en fait c'était la personne qui arrivait le plus loin qui avait un an d'abonnement gratuit, quoi. Ouais, c'est stylé. Ouais. Pourquoi on n'a pas pu jouer, nous? C'était à Biarritz malheureusement. Ouais. Ça ne dérange pas d'aller à Biarritz. Et pour continuer ces histoires d'études scientifiques, ça j'ai halluciné. En fait, c'est des trucs j'ai creusé cet après-midi, donc vraiment je ne les connaissais pas avant. La première étude que je vous ai dite, elle est sortie en 2022. Celle-là est sortie hier. Et j'en ai une autre après encore qui est encore plus forte. Ouais, ça va être hyper intéressant. Il y a un impact qui a été mesuré sur une étude liée à un site de vente de biens de consommation. Ouais. Okay. Un chat augmente de 16% l'intention d'achat. Okay. Donc là, c'est pas l'acte d'achat, c'est l'intention d'achat. C'est-à-dire que grâce au chat, tu es capable d'augmenter potentiellement la confiance que tu donnes aux gens qui visitent ton site, de renforcer ton image de marque et de fait aussi d'apporter des informations complémentaires qui augmentent cette volonté d'achat, on va dire. Okay. En fait, si je capte le truc, c'est pas forcément ça va pas augmenter ta conversion de 16% dans l'immédiat. Non, exactement. C'est-à-dire, par contre, le fait que tu l'aies donne une espèce d'image de qualité et de réassurance. Exactement. Qui fait que tu dis cette marque-là. Oui. J'étais prêt à l'acheter à 50% et là, je suis prêt à l'acheter à 58%. Du coup, ouais, exactement, c'est ça, tout à fait. Et donc ça, c'est par la présence vraiment juste du chat client sans qu'il y ait de logique conversationnelle qui soit déjà engagée ou quoi que ce soit. C'est ce que l'étude a raconté et ils expliquaient que d'ailleurs il y avait un biais positif au fait que ça renforçait le sentiment si l'utilisateur avait déjà eu des expériences par le passé positives avec le chat également aussi, tu vois. Et donc il y a ce phénomène de renforcement aussi qui est présent. Et donc tu vois, sur des verticales hyper fortes, un peu jeunes et genre de choses, tu vois, à mon avis, c'est entre guillemets un no-brainer de tester ce genre de pratique-là, quoi. Mais pour aller dans ce sens-là, Shopify, c'est ce qu'ils revendiquent aujourd'hui, c'est qu'en fait, le checkout de Shopify est le checkout qui convertit le plus. Il s'est bien répété. Ouais. Historiquement, ils insistaient moins là-dessus parce que je pense que c'était sans doute moins le cas. Pas parce que le checkout était pas bon, mais parce que Shopify était moins déployé. Aujourd'hui, maintenant que Shopify c'est le deuxième système de e-commerce après Amazon aux États-Unis, par exemple. Si on cumule tous les Shopify américains, en fait, le phénomène de meilleure conversion du checkout de Shopify est surtout lié au fait qu'il y a de plus en plus de Shopify et que les gens ont des habitudes maintenant avec le checkout de Shopify. Et c'est un peu la même chose avec ce que tu dis. Si en effet tous les e-commerçants, si on prend l'exemple, ont le réflexe d'installer
des solutions comme Crisp sur leur store et qu'ils les paramètrent plus ou moins tous de la même façon et qu'ils proposent les mêmes options, en fait, les gens vont retrouver leur petit en allant d'un site à un autre et vont se dire « Ah, j'ai le truc qui était cool que j'avais dans le site d'avant, etc. » Ouais. Et donc, ce phénomène-là, il est dingue. Mais par contre, ça implique d'aller en masse là-dessus et de proposer tout ça. Tout à fait. Voilà. Non, c'est clair. Et c'est bien que tu parles de cet aspect de taux de conversion parce qu'en fait, tu te rends compte que du coup, Shopify, c'est pas tant un système de gestion de contenu. En fait, c'est un système de checkout, quoi. Ouais. Et c'est Christophe Davy qui m'en a parlé, Chopa. Et j'étais tellement d'accord avec lui. En fait, il m'a fait, tu vois, vraiment comprendre ça en me disant, mais en fait, Antoine, non, c'est pas un système de gestion de contenu e-commerce, Shopify, c'est un système de checkout à la demande, quoi. Bien sûr. Parce qu'en fait, toutes les problématiques que tu peux avoir avec un checkout en règle générale, mais pas forcément que dans le e-commerce. Alors évidemment, le checkout, c'est spécifiquement e-commerce, mais en gros, de sortie d'un site avec conversion, il est géré de façon tellement différente d'un site à un autre que c'est un peu le bordel. Et là, ils ont capté que ça, c'était le point essentiel où il fallait sécuriser au maximum ce truc-là. C'est d'ailleurs pour ça que le checkout, aujourd'hui, il est pas hyper souple. Intouchable, quoi, presque, Quasiment. Alors maintenant, avec le checkout accessibilité, c'est ça, avec en fait, c'est exactement ça. Et en effet. Alors après, évidemment, si tu as un site qui est complètement flingué à la base, tu vas le diminuer. Mais quand même, tu as un site très basique, et là, on va se tirer une balle dans le pied, mais si tu télécharges un thème gratuit à l'arrache, tu vas quand même faire un business qui va être cool si ton produit est cool, évidemment. Bien sûr. Ça, c'est un truc qu'on dit souvent aussi, mais si ton produit n'est pas bon, de toute façon. Mais c'est le phénomène de renforcement, en fait, et qu'on retrouve aussi après dans les modèles d'intelligence artificielle aujourd'hui. Tu vois, en fait, c'est juste que l'être humain a confiance dans des expériences répétitives qu'il connaît, quoi. Exactement, c'est exactement ça. J'ai une question un peu corrélée à ce que tu évoquais justement sur ce point. En effet, le chat client va augmenter l'intention d'achat. Je pense que sur un site e-commerce et sur tous les sites de manière générale, on a plein d'éléments qui peuvent augmenter ces intentions d'achat. On peut avoir un système de paiement spécifique, un chat client. Moi, je me questionne beaucoup sur la limite de la superposition de tous ces outils. À titre d'exemple personnel, tu vois, genre, j'arrive sur un site, j'ai un chat client qui pop-up, j'ai une réduction pour la newsletter, j'ai une roue qui vient me donner une réduction, etc. Tu vois, il y a aussi, je pense, à contrario, une limite où en effet, tu vois, il faut trouver quel est peut-être l'outil qui est le ou les outils qui sont les plus intéressants à mettre en place et éviter, attention, de faire du site une guirlande de Noël avec toutes les applications en même temps. Je suis d'accord avec toi. C'est un vrai enjeu. Je pense que tout est question de temporalité, en fait. Malheureusement, il y a beaucoup d'acteurs du e-commerce aujourd'hui qui te balancent tout au bout de 5 secondes, quoi, tu vois. Donc, tu as la pop-up cookie, tu as en effet cette fameuse roue qu'on voit moins aujourd'hui quand même. Hein, c'est un peu moins présent, j'ai l'impression. En tout cas, sur les sites que je fréquente. Mais ça, malheureusement, ça marche, ça cartonne. ça convertit très très bien. Ça convertit très très bien. Les pop-up. Et en effet, le chat après qui peut avoir ce côté proactif aussi qui est intéressant. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir, mais je pense que c'est une question de maturité aussi, tu vois. C'est des nouveaux usages. Il y a des outils qui te permettent de séquencer de façon quand même hyper pertinente la temporalité de tes messages, fonction du comportement de l'utilisateur sur ton site, fonction peut-être des dépenses qu'il a eu sur ton site également aussi. Tu vois, pourquoi est-ce qu'on afficherait une pop-up à une pop-up de réduction que au premier client, mais peut-être pas aux autres. Enfin, t'as plein d'idées comme ça, et je maîtrise pas trop le sujet, mais il y a des gens très très bons en France qui le font très bien. Et ouais, je pense que c'est ça l'enjeu avant tout. C'est une question de maturité d'usage liée peut-être à une meilleure maîtrise de ces outils-là. Donc ça va venir avec le temps. Après, à nous aussi, éditeurs de logiciels, tu vois, d'avoir les contenus qui vont bien pour expliquer comment bien utiliser aussi les solutions qu'on met à disposition des acteurs du e-commerce. Carrément. Et t'avais, il me semble, une troisième stat, non ? Ouais, et en fait, ça, c'est celle qui m'a le plus matrixé. Et c'est hyper contre-intuitif. En fait, c'est une étude qui a été réalisée sur une marketplace chinoise, Taobao. Et en fait, elle suggère du coup que dans le cas d'une fiche produit peu détaillée, et ben en fait, le chat impacte de façon encore plus forte les taux de conversion. C'est-à-dire qu'ils expliquent que si tu avais une fiche produit ultra détaillée, ça aurait moins converti que si tu avais une fiche pas détaillée avec un chat. Exactement. En fait, ils expliquent que
Dans le cas d'un site de e-commerce où tu as une fiche produit qui est détaillée mais pas de ouf avec un chat, le chat a un impact. Okay. Ouais. Maintenant, ils ont fait un test avec une fiche produit peu détaillée et un chat aussi. Et là, en fait, l'impact est encore plus fort. Donc, ok, j'étais pas certain du truc. Le taux de conversion est plus important. Exactement. Ah ouais, ok. Mais il est plus important que le premier cas ou il Oui. est plus important que si tu l'avais pas? Non, il est plus important que le premier dépasse. cas. Ouais. Et donc en fait, moi je lis un truc comme ça, je me dis mais c'est mort, je teste ça immédiatement sur mon site de e-commerce demain en mode je fais une fiche descriptive toute crapie, je mets un sales à temps complet sur mon chat pour qu'il réponde dans les temps impartis et je mesure l'impact quoi, tu vois. Et je pense que ça peut être hyper intéressant comme apprentissage. Ouais. Je pense comprendre le phénomène, c'est qu'en fait, vu que tu n'as pas beaucoup de renseignements, tu as besoin de te renseigner. Oui. Donc tu parles avec le service client. Oui. Et là, il te catch. Évidemment, à partir du moment où tu parles avec quelqu'un, tu as plus de chances de convertir. Exactement. On va devenir des sales de Crisp à plein temps avec ça. Vous n'avez pas le temps de remplir la fiche produit? Eh ben c'est pas grave, on installe Crisp sur le site. Vous allez voir, en plus, ça convertit mieux. Bon, évidemment, on déconne, hein, c'est sponsorisé, on touche énormément d'argent. À chaque mot crisp, il gagne de l'argent. Crisp. Non mais franchement c'est trop canon. Bah oui, à titre perso je suis hyper intéressé d'avoir tes sources là parce que je trouve ça. Ouais, j'ai les 3 liens là, je vous les partagerai. Il y en a vraiment beaucoup d'autres. T'as peut-être en effet juste un des sites que tu peux citer pour que les gens qui nous écoutent et qui sciencedirect.com et après c'est papers.ssrn.com. C'est un truc un peu sombre de chercheurs quoi. Sur le dark web. Ouais, c'est un ayez un VPN pour aller là-dessus. Hein. T'as pas menti du tout. C'est vrai que, pour moi, c'est ultra contre-intuitif. Très clairement, ce troisième point, et ça m'intrigue. Ça donne envie de le tester directement. Ouais. Pour c'est assez marrant. Hein. Ouais. Mais à l'inverse, c'est un peu à l'inverse de ce que tu disais sur l'IA, où t'as intérêt quand même à avoir des fiches produits assez fournies pour le futur, qui peut être plus ou moins proche, mais à mon avis qui accélère énormément là. Donc ouais, mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Après, pour faire un peu l'avocat du diable, c'est vrai qu'il faut vraiment que si tu installes ce type d'outil, type Crisp sur ton site, il faut vraiment que tu t'investisses un minimum dedans. Un minimum pour le configurer au début. Et après, comme tu l'as dit, avoir quelqu'un qui puisse gérer les prospects plus pour pouvoir les convertir si c'est nécessaire. Tu citais Sonology par exemple ou BIM que tu connais très bien aussi. Ou même Joe aussi qui fait du super travail. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des produits plus chers où là, tu as grave intérêt à l'investir dans un peu de temps homme au travers de cet outil. Où là, sur des plus petits produits à 20 €, c'est quand même vachement utile pour les fidéliser. Hein. Oui. Mais où ce sera plus difficile pour les petites marques d'aller consacrer ça. Donc, tout à fait. Configurer tous ces outils que tu viens de parler. Donc, l'IA, les FAQ évidemment automatisés. C'est sûr que sur des produits à gros panier moyen, ça change. De façon incroyable les taux de conversion parce qu'en fait il y a tellement de complexité produit, les gens ont tellement besoin de contrebalancer cette intangibilité du produit en ligne par en fait de la réassurance humaine qu'ils ont besoin à un moment de parler à un humain et du coup sur BIM par exemple le hack c'était de se servir du chat comme d'un moyen de récupérer un numéro de téléphone pour pouvoir après caler un rendez-vous avec un conseiller client, tu vois. Et ça, c'était incroyable, l'impact que ça a eu dans la croissance de l'entreprise. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est plus le canal principal, mais au tout début, ça a été vraiment un élément impactant très fort. Ouais. Tu es obligé de rassurer les gens aussi en direct sur des produits à 800 €. Ta marque, elle n'existe pas en plus. Enfin, tu vois, il y a eu tellement d'arnaques en plus dans ces secteurs-là que c'était hyper compliqué. Ouais. Ah ouais, non, mais carrément. Trop cool. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer sur un sujet que tu connais très bien parce que tu t'y intéresses même en dehors de Crisp, en règle générale, c'est une culture que tu as sur le SEO et aussi les performances. Avant qu'on démarre en effet ce podcast, on parlait du podcast SaaS Maker qu'on a déjà évoqué, où vous parliez pas mal de SEO. On en a déjà aussi un peu parlé, mais quelle est ta vision du SEO et du e-commerce? Est-ce qu'en gros, demain, investir sur son propre site en SEO et notamment en contenu, ça te paraît pertinent ou de toute façon c'est mort parce que c'est Google qui va décider de pousser tel ou tel produit dans SGE en automatique? Alors, je te demande vraiment de deviner ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer, Antoine? Après, en tant qu'expert, je vais au chômage dans 2 ans. Non, je vais partager ma vision. Après, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est pas bonne, on ne sait pas. Peut-être que dans 5 ans. Moi, ta vision, c'est ma vision. Vas-y. Dans 5 ans, vous ressortirez la vidéo et vous dites qu'est-ce que tu t'es planté, Antoine?
T'es vraiment naze. Je fais ça que pour ça. Parce que tu vois, moi, je me mouille pas, je dis rien. Non, il y a plusieurs questions dans ta question en fait. Est-ce que c'est important d'investir dans du contenu? Oui. Comment est-ce qu'on peut influencer l'intelligence artificielle pour qu'elle te cite dans ses résultats? Ça, c'est un vrai enjeu aussi. Il y a des moyens, à mon avis, de l'influencer. Le premier, c'est les sources externes. À quoi je pense en disant ça? Je vais vous donner mon exemple. C'est l'exemple que moi, Antoine, j'ai vécu en voulant acheter une veste pour faire de la randonnée. Je voulais m'acheter une veste légère, compacte, mais très chaude, qu'on peut porter, tu vois, à la fois à 3000 mètres et à la fois à Nantes. Au niveau de l'eau, quoi. À Nantes, ouais, exactement. Et donc, il y a énormément de possibilités sur le marché. Les marques qu'on connaît toutes et tous, c'est les Patagonia, les North Face. Et en fait, il y a plein d'alternatives. Et moi, je me suis dit, j'ai pas envie de me faire matrixer par les articles sponsorisés. Et donc, je suis allé sur Reddit. Et donc, j'ai tapé sur Google avis Patagonia Reddit, avis Patagonia North Face et alternative Patagonia Reddit, par exemple. Tu vois. Et je suis tombé sur des threads de mecs qui partageaient des marques alternatives à ces boîtes-là, avec des tarifs hyper intéressants, voire équivalents la plupart du temps d'ailleurs, des specs techniques qui étaient différentes et potentiellement parfois une qualité perçue qui était meilleure que ces grandes marques qu'on connaît. Et en fait, ça m'a permis d'affiner mon choix. Et au final, pour la petite histoire, j'ai acheté une veste North Face parce qu'elle était à 50% dans le magasin North Face à Nantes. Tout ça pour ça. Supportez vos commerçants locaux. Et du coup, c'est où je veux en venir, c'est qu'en fait, ce contenu, ce qu'on appelle l'UGC, e-commerce, c'est hyper sexy en ce moment. En fait, c'est ces éléments-là qui vont venir nourrir l'intelligence artificielle de demain. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des sites tiers sur lesquels les entreprises ont peu ou pas d'impact en général. Je voyais justement dans les threads que j'analysais sur Reddit des mecs qui se faisaient bouler parce qu'en fait, les gars avaient analysé le profil de la personne qui répondait aux questions et en fait, ils avaient bien vu qu'il répondait tout le temps « faut mettre cette marque-là, cette marque-là, cette marque-là ». Tu vois. Donc, il y a cette capacité de l'humain aussi à juger de la pertinence des réponses. Et ça, en fait, ces contenus-là, c'est nourri par... ça va nourrir l'IA demain, parce qu'en fait, c'est des sites tiers dits de confiance. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels moi, si j'avais une entreprise de e-commerce, j'irais demain. Reddit, Quora aussi. Ouais. Quora, c'est le Far West et il y a des trucs de malade à faire en référencement naturel, surtout sur le marché français, parce qu'il y a Son Père. Donc ça, c'est vraiment mon gros kiff. Et après, malgré tout, tu as les sites de review, les influenceurs, tu vois, parce que même une vidéo YouTube de review de ton produit, aujourd'hui, tu as un transcript. Et en fait, le transcript, il est analysé par les robots des moteurs de recherche, donc par les IA aussi. Donc voilà, tous ces sites tiers, en fait, qui sont des éléments qui peuvent influencer la perception de ta marque par les IA, et en fait, vont te permettre de faire en sorte que quand tu demandes quelles sont les 5 meilleures marques qui proposent des vestes de randonnée, mid-light, machin, ceci, cela, en fait, ils te disent, vas-y, teste cette marque-là, cette marque-là, cette marque-là, cette marque-là. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, cette démarche ? Justement, des moteurs de recherche devenir, au lieu de juste se baser sur les informations présentes sur le site, de venir plutôt remettre en question la valeur réelle justement des produits qui sont vendus par la marque en se basant plutôt sur les résultats qui sont externes et pas juste issus du site en question. Je pense que c'est une très bonne chose parce que ça peut, tu vois, un peu l'image de Yuka, permettre aux créateurs et aux marques de se remettre un peu en question sur les procédés de fabrication, sur la qualité des produits réels, VS, c'est l'annoncé. Donc il y a ce côté transparence à mon avis qui peut avoir de la valeur. Après, tu as toujours cet enjeu de manipulation aussi qui peut être un petit peu compliqué à gérer, mais je pense que ça sera vraiment à la marge en tout cas. Et tu as utilisé un terme intéressant, c'est le terme moteur de recherche. Moi, je pense qu'on va migrer plutôt vers un moteur de réponse. Et donc, il y a déjà, tu vois, cette question-là de se dire... Et je pense que vous l'avez vu peut-être dans votre usage aujourd'hui aussi de tous les jours,
À quel moment tu utilises ChatGPT vs à quel moment tu utilises Google. Typiquement, tu vois, on avait préparé cet échange-là, on s'est dit on va parler du Apple Vision Pro et on peut parler des use case retail. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans ChatGPT, j'ai dit propose-moi des use case retail pour Apple Vision Pro. Et du coup, voilà, tout le monde sait que c'est pas sorti de ma tête. mais voilà, et VS, d'autres recherches que je vais faire, ou par exemple, bah, tu vois, le alternative Reddit, tu vois, North Face, bah ça reste sur Google parce qu'en fait, c'est des types de contenus encore que je pense ChatGPT moins bon peut-être que Google. Que Google, ouais. Ouais, et du coup, il t'a donné quoi comme réponse? Ah bah, j'ai la liste, là, j'ai les 5. Tu lui as demandé un top 5 ou il t'en a fait 5? Je lui ai demandé un top 5 et je lui ai dit de me le traduire en français après parce qu'il fallait pas déconner quand même. C'est un podcast qu'on tourne tard, donc un peu fatigué. Du coup, un ou deux là, les plus marrants. L'expérience en magasin ou au contraire même l'expérience à la maison. Tu vois, on parlait des panneaux solaires par exemple. Compliqué de se projeter sur l'installation d'un panneau solaire qui peut venir défigurer entre guillemets un peu la façade de ta baraque, tu vois. Et ben comment est-ce que justement avec l'Apple Vision Pro tu peux être capable d'avoir ce modèle à disposition qui te montre chez toi, tu vois. Ouais, alors ça on l'a vu beaucoup avec les téléphones, tu sais, les trucs d'incrustation et tout ça. Bon, ça n'a pas hyper bien marché à mon avis. Est-ce que ça va être l'élément qui va changer la donne? J'en doute. Mais c'est des choses que tu peux imaginer comme étant intéressantes, tu vois. T'as des notions après, qu'est-ce qu'il me racontait? Il me racontait... Il t'a fait un beau pavé. Hein. Ouais, formation et opération aussi, tu vois, pour former les équipes logistiques, par exemple, tu vois, à la gestion à la gestion des colis ou genre de choses, hein, tu vois, plein de trucs. Mais après, ça, c'est vrai qu'on l'a merchandising visuel hyper stylé, tu vois. Tu te pointes devant ta boutique Fago à Nantes, tu as ton casque Apple Vision Pro, l'équipe parisienne t'a envoyé le schéma de ton merchandising, tu sais exactement ce que tu dois faire. Alors, je sais pas si ça marche comme ça dans les faits, mais c'est ce que j'imagine, tu vois. Ouais. Mais après, moi, je sais pas trop quoi penser d'Apple Vision Pro. En vrai, je sais pas si c'est un monde souhaitable d'avoir tous des casques sur la tête, mais bon, on verra. Pareil, on pourra écouter ce podcast où je dis ça et peut-être dans 2 ans, tout le monde en aura. Il y a la logique de l'utiliser un petit peu comme ça tout le temps. Tu vois, je pense à d'autres applications, typiquement un casque de moto connecté, ou dans tous les cas, tu es dans l'obligation de le porter. C'est un équipement de sécurité, porter des casques de moto quand vous roulez en moto. Et d'avoir, du coup, c'est obligatoire au passage. D'avoir potentiellement, tu vois, tes trucs GPS directement incrustés dans ton casque aussi. Tu vois, c'est des trucs qui sont complètement envisageables. Et enfin, tu vois, utile. Le casque est obligé, tu l'as, et ça casse avec ce schéma que tu as en effet, il faut porter le Apple Vision. Ouais, c'est clair. Trop cool, les gars. Je vois que le temps passe. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez qu'on aborde ensemble avant que je passe à mes dernières petites questions de conclusion? Non, passe à la suite. Ouais, je pense qu'on peut passer à la suite. Ouais. Question un peu bateau, mais qui peut toujours être intéressante et nous faire aller sur des points cool. C'est, en règle générale, pas spécifiquement sur des services clients, enfin des systèmes de services clients, mais quelle évolution tu vois du e-commerce en 2025? On a beaucoup parlé d'IA évidemment, mais est-ce qu'il y a d'autres trucs qui te paraissent évidents? Je peux donner des exemples, genre du live shopping. On en a beaucoup parlé depuis il y a 3 ans. C'est en train de revenir. Ouais. Et ça commence à... C'est huge en Malaisie, Indonésie. Ah ouais. Nous on a des clients. C'est des bons exemples parce que tu voyages. On a des clients là-dessus, ils sont ouf. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu voyages aussi pas mal, donc tu dois avoir sans doute des cas d'utilisation aussi dans d'autres pays. Ouais, mais ça c'est même. Enfin, je voyage beaucoup. Au travers de Christ. Au travers de Christ, en fait, c'est des cas d'usage qu'on rencontre. Et du coup, en fait, tu vois, le live shopping, que ça soit en Corée, que ça soit en Indonésie, en Malaisie. Et aux Philippines, Thaïlande, enfin Asie du Sud-Est, vraiment, le live shopping là-bas, c'est énorme. Et en fait, ils ont, je sais pas si vous avez vu la vidéo qui tournait à un moment, où en fait, tu avais des appartements, des immeubles entiers de salles de, la moitié de votre studio, je pense à peu près, où tu as une personne avec un téléphone posé, tu sais, les lights, un background un peu travaillé, et live shopping toute la journée à vendre ses produits. Il y a même des écoles pour devenir live shopper et tout ça. Enfin, c'est un délire. Ouais. Non, je pense que ça va continuer à se déployer. C'est une question d'habitude après, quoi. Quand tu vois aujourd'hui que YouTube, c'est un canal de plus en plus important. Enfin, alors, pardon.
Sur YouTube aujourd'hui, le canal le plus important de consommation de contenu après le mobile, c'est la télévision. Donc en fait, tu te dis que la consommation de contenu de demain, elle va être complètement chamboulée. On le voit déjà aujourd'hui. Moi, il y a très peu de moments où je regarde la télé. Zéro. Moi, c'est juste quand il y a Brest qui joue, tu vois. Et qui veut être mon associé. C'est vrai. Voilà. Et du coup, tu te dis que le live shopping aura aussi forcément son petit mot à dire. Alors après, la question, c'est l'intégration. Comment est-ce que tu l'intègres ? Est-ce que tu l'intègres sur ton site ? Est-ce que tu la diffuses sur d'autres canaux ? Enfin bref, je sais pas. Je pense qu'il faut les multiplier, mais aujourd'hui, il y a l'exemple que je donne régulièrement, c'est la marque M. Ouais. Où sa fondatrice, j'oublie tout le temps son nom, mais elle fait beaucoup ça. Et ça cartonne. C'est un truc malade, elle a des pics de vente. Ah ouais ? C'est pas notre cliente. Ok. Mais je le sais, c'est assez connu. Et notamment, il y a des proches à moi qui connaissent très bien cette marque. Et à chaque fois, ils sont au taquet pour aller sur les live shopping, tu vois. Alors qu'en fait, elle fait rien de particulier, mis à part parler de ses produits. Il y a des gens qui lui posent des questions. Est-ce que je peux prendre tel et tel produit alors que je suis enceinte ou machin et tout. Et elle est hyper transparente. Elle dit peut-être pas mieux quand t'es enceinte et tout machin. Et les gens, ils sont à fond, quoi. Et en plus, évidemment, tu fais une offre pendant le live shopping. Bien sûr, ouais. Et tu te resserres de ce contenu-là pour en faire un infini, quoi. C'est le côté ultra participatif, quoi. Tu fais vraiment partie du truc. T'es pas juste un énième client qui consomme. On te donne une vraie valeur en tant que potentiel acheteur, justement, sur la marque. Faut avoir du monde après, quoi. Tu vois, parce qu'en fait, si tu fais un live shopping avec 3 pélos, bon... en vrai, ça fait un peu pitié, quoi. Tu peux le cacher un peu si au début ça marche pas trop, tu vois. Mais si tu crées une espèce de récurrence et que tu arrives à choper les 10-15 personnes. Il faut avoir du monde derrière, tu vois. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut. Pour le gérer. Pas pour le gérer, mais non, pour être des gens qui regardent, quoi, tu vois. Mais je pense que tu peux cacher le nombre de personnes en live, tu vois. Donc tu peux au moins le faire. Et au pire, tu réexploites cette vidéo pour la rebasculer sur ta fiche produit, comme on le disait tout à l'heure. C'est ce qu'ont fait les filles de Dijon et tout. Donc non, franchement, il y a plein de trucs comme ça. Ouais, le live shopping, en effet, ça... pourquoi pas, ouais. Clairement. Si t'as d'autres idées. Moi, je donne des exemples. Non, mais vas-y, je t'en prie. Là, non, mais l'IA, je pense qu'il y aura une place importante. On en a déjà pas mal parlé. Ouais. De toute façon, même sur ce podcast, on en parle assez souvent de l'évolution du e-commerce. CRO et UX. On s'en était parlé. Tu me disais que c'était des sujets qui t'intéressaient aussi pas mal. Ouais, j'aime bien, ouais. Nous aussi, on adore ça. Mais ça m'intéresse aussi d'avoir ta vision là-dessus. C'est quoi le site qui vous a fait le plus kiffer récemment ? Que vous avez pas fait ? On n'a pas fait ? Ouais. C'est vrai qu'on passe pas beaucoup de temps sur les sites des autres. Ok. Et je saurais pas. Ça dépend si t'appelles le kiff, genre il est très stylé. Ouais. Enfin, tu vois l'expérience totale, l'expérience globale. Alors moi, quand je me rappelle quoi. Quand je dis CROX, je pense plutôt à est-ce que ce site converti. C'est plus t'amener là-dessus. En fait, là, sur la partie moi conversion et UX, j'ai toujours en tête des sites américains, tu vois. Ouais. Et là, j'ai pas de nom, mais genre j'ai une liste que je me mets de côté pour faire des analyses. Tu veux pas nous en sortir un ? Ah putain, non, là j'en ai pas. Ça fait longtemps que j'ai pas été dessus. Je suis très nul, j'ai une mémoire de merde. Moi, je me tape des petits kiffs à aller sur les awards. En fait, j'aime beaucoup. Yes, en fait, moi, il y a ce côté, donc pas du tout CRO, mais plutôt la partie vraiment UX. Où, en fait, j'adore les trucs avec de l'animation. Je vais rien acheter dessus, mais je suis en mode genre waouh, la cadette est bouge en 3D. Je trouve ça trop cool, tu vois. C'est-à-dire, on pousse le vice assez loin en termes d'inté. Mais nous, on a un site stylé qui arrive bientôt, par contre, en design. Vas-y. Je peux pas en parler pour l'instant. Mais on en parlera plus tard. Mais non, mais en vrai, de site. Mais ta question, c'est vraiment sur le site stylé, vraiment, ou le CRO ? Moi, c'est ça que je vise. Enfin, je veux dire, tu vois, mon objectif à la fin de la journée, c'est combien d'argent j'ai gagné, quoi. Donc, c'est de combiner en effet expérience et conversion. C'est ça, le CRO et l'UX. Ce qu'on peut dire, malheureusement, ça va nous concerner, mais un des sites qui convertit très très bien, c'est Pimpan, par exemple. Mais ils ont une stratégie 360, je mets des guillemets, j'aime pas ce modèle non plus, mais en gros, qui est énorme. Parce qu'en fait, ils réfléchissent contenu, ils réfléchissent conversion, ils réfléchissent upsell, LTV, alors qu'en fait, la plupart des clients réfléchissent conversion. Tu vois, alors qu'en fait, la conversion, c'est un aspect parmi tant d'autres à la table en train de se barrer. Il y a un pied de la table qui s'est barré. Bref.
Il y a Donc, quand même un léger biais sur la logique de conversion aussi sur Pimpan. Je me permets de mettre ce biais-là. C'est qu'ils détiennent quand même 2 sites. Du coup, il y a un site marchand et un site. Oui, c'est vrai. Voilà. Et du coup, en fait, quand les gens arrivent sur le site commerçant, en fait, il y a déjà toute une partie de l'acquisition qui, normalement, en fait, est un petit peu perdue avec l'étape d'avant. Ce qui fait que forcément, on a un taux de conversion global sur le site e-com qui est très important. Mais parce qu'on a quand même fait une première part d'écrémage dedans. Mais puisqu'on parle de conversion, j'ai eu un prospect que je ne citerai pas, mais c'est assez hallucinant, qui a un taux de conversion, et là pour le coup il n'y a en effet pas de doublon Webflow Shopify, qui fait entre 20 et 25% de conversion. Donc c'est-à-dire une personne sur 4 qui arrive sur ton site achète. Exactement. Solide. C'est assez hallucinant. Et tu vois, je me suis toujours demandé les taux de conversion en boutique physique, c'est combien ? Est-ce que vous savez ça ? Excellente question. Je pense que en vrai, j'en ai aucune idée. Je pense que ça doit être légèrement supérieur au e-commerce. Peut-être que s'il y a des gens qui savent en commentaire, ça peut être sympa de nous le e-commerce, en dire. fonction du type de produit que tu vends, t'es entre 2 et 4, tu vois. Je pense qu'en magasin, tu dois être aux alentours des 5, tu vois. Pour appuyer ça, en fait, je pense que c'est la même chose en e-commerce et en magasin. C'est aussi par rapport au segment que tu vas viser. En fait, si tu as une boutique qui va être ultra généraliste, forcément, tu vas avoir un taux de perte en mode genre les gens viennent, ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent, ils viennent, ils regardent un petit peu, potentiellement il y a rien, ils partent. Alors que par contre, si tu as un truc ultra spécifique sur un marché de niche, les gens qui viennent dans ta boutique, qui viennent sur ton site, sont très qualifiés. Bah ouais, clairement. Ça, c'est très vrai ce que tu dis, parce qu'en effet, c'est pour ça dans la cosmétique, par exemple, le taux de conversion, il est généralement en effet entre 2, 3, 4 si tu es vraiment très bon, parce que tu es très très concurrencé. Sur les vêtements, c'est généralement à peu près pareil. Après, il y a des marques qui s'en sortent au-dessus, parce qu'ils ont vraiment une notoriété de ouf, qui est spécifique. Mais en effet, en magasin, vu que tu peux passer devant et rentrer dedans, tu vas pas forcément acheter, tu vois. Non. Alors que sur des sites très très spécialisés, tu vas augmenter ton taux de conversion, parce que tu sais que si la personne elle est arrivée dessus, par exemple, les panneaux solaires, je pense que si t'es arrivé dessus, c'est pas trop par hasard. Après, le taux de conversion est un peu particulier parce que le prix est élevé, tu vois, mais je pense que sur des sites très très spécifiques comme ça, ton taux est super. Et toi, t'as un site du coup, parce que tu nous poses la question, mais... Ouais, c'est un site que j'ai... c'est pour ça que je voulais un peu savoir où... Moi, c'est Alphalet. Alphalet, donc c'est une alternative à Gymshark. Moi, je suis très dans les alternatives. C'est vraiment ma cam toujours de chercher des alternatives à des leaders. Ça me permet de découvrir en fait, tu vois, des contenders qui sont plutôt stylés. Et donc Alphalet, ils ont une expérience d'achat que je trouve hyper stylée. Trop cool. Tu vois, j'aime beaucoup le menu déjà. Il est pas trop gros. Tu vois, il suit pas cette tendance du big menu, tu vois, on a beaucoup vu ces derniers temps, qui prend tout l'écran et qui est pas hyper sexy. Là, c'est quelque chose qui est bien réfléchi. Et puis, ce qui me fait kiffer, c'est en fait, quand tu es sur les catégories de produits, en fait, tu as la possibilité immédiate d'ajout rapide de ton produit à ta taille dans ton panier, depuis la page catégorie. Et ça, c'est un truc que j'ai très 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 peu vu. Et nous on le fait. Voilà, c'est que vous êtes très bon. et quand je clique sur Quick Add, et boum, c'est dans mon panier. Et après, j'ai tout de suite mon panier qui s'affiche de façon hyper naturelle et qui me propose des produits en lien avec ce que je viens d'acheter et qui me dit est-ce que tu veux continuer ou alors est-ce que tu veux acheter quoi. Ça, c'est un peu une correspondance que je ferais avec justement les vrais magasins. Quand tu parles justement, donc tu as ta homepage, la page collection, la page produit, etc. Tu arrives dans un rayon, tu es dans le rayon t-shirt, tu regardes les t-shirts, tu prends ce t-shirt-là, tu l'embarques. Tu vas pas dans une salle spécifique où il y a que ce t-shirt-là. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, le fait de pouvoir checker un petit peu, se dire ok, celui-là est cool, en effet, c'est un peu quelque chose de naturel pour quelqu'un qui est en réel dans le boutique. C'est clair. Mais ils sont très bons, je le regarde aussi en live, ils sont très bons sur les contrastes, tu vois, le site est full noir et blanc quasiment. Et par contre sur les CTA et tout, c'est en mode vert. Non mais leur comment on appelle ça, leur design system, il est très travaillé. Enfin, c'est pas pour rien à mon avis, ça fait partie des leaders du marché actuel. Et c'est du super travail. Mais tu vois, typiquement sur ce genre de design qui est très stylé, moi aussi je suis assez fan. Mais tu connais bien ta cible quand tu fais ça. Tu sais que c'est une cible qui est relativement jeune. Parce qu'en effet, sur certains produits plus généralistes, tu peux pas te permettre forcément de faire exactement ce qu'ils font, tu vois. Non, c'est sûr. Genre dans le panier, tu vois, l'upsell il est énorme, donc c'est des trucs qui sont cool. D'ailleurs, j'en profite
petite stat exclusive que j'ai trouvée aussi aujourd'hui. Ok. Figurez-vous. J'en ai fait un réel tout à l'heure aussi. C'est que tu vois, il y a une section là, recommended product dans le panier tiroir. Oui. Et en fait, ce truc-là peut te permettre de faire plus 0,5% de conversion si tu le mets sur toutes tes fiches produits. Et il augmente dans le temps. Parce qu'en effet, c'est un algorithme automatisé en effet, qui apprend. Ouais. Et plus tu vas retourner sur le site, plus il va te proposer des trucs pertinents par rapport à qui tu es. À tes achats précédents et tout ça. À tes achats précédents, mais aussi par rapport à ce que les gens font comme comportement d'achat quand ils ont acheté tel produit, qui sont eux aussi revenus, etc. C'est une app Shopify ou c'est... C'est intégré à Shopify. C'est intégré, tu as la possibilité d'appeler en fait cette espèce d'algorithme qui dit produit recommandé. Okay. Par exemple, nous on peut créer la section from scratch, mais on vient appeler ce... Ça fonctionne via une app. C'est avec, c'est avec Search and Discovery, mais maintenant, qui est une application, une application Shopify. Créée par Shopify. Ouais, en effet, tu as raison. Je zappe tout le temps que ça passe par là. Je comprends, parce que pour moi, je suis en mode c'est la search, mais pas du tout. En fait, ça fait les deux. Les filtres, la recherche et la recommandation produit. C'est les trois piliers de l'application. Je suis trop loin de l'opérationnel maintenant. Mais bref, en tout cas, c'est hyper intéressant. Je me dis, merde, attends, la vache, ce truc quand même de produits recommandés, ça peut te faire, sachant qu'on le disait, la moyenne est entre 2 et 4 sur la conversion en France, tu vois. Ouais. Le fait de pouvoir faire plus 0,5 en rajoutant ça, c'est quand même assez ouf. Bon, après, voilà, c'est aussi une moyenne, hein, c'est pas forcément. Ouais. Que vous avez et c'est facile à faire en soi, puisque aujourd'hui, si c'est existe, implémenté dans tous les thèmes, à mon avis, Shopify qui existe aujourd'hui, aller chercher 0,5% de clics, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais, alors. Jusqu'à 0,5%. Ouais, ok, d'accord. Les gens vont l'ajouter, vont dire je comprends pas, j'ai fait 0. Il va y avoir plein de gens en commentaire qui disent qu'on fait que des bêtises. Ouais, donc on dit n'importe quoi. On mettra peut-être le lien de ce fameux site dans la description. Ouais. Pour que les gens puissent le voir. Oui, le site de le site Alphalet. Trop cool, carrément, on le mettra aussi. Trop cool. Ça répond un peu à une de mes dernières questions qui était par rapport aux US. Je voulais demander si on était. C'est une question qui arrive souvent, mais c'est si on est largué par rapport aux US, à la fois sur le e-commerce, mais aussi en règle générale sur la tech. Et aussi les usages. Tu vois, tu parlais de. C'était en Corée, hein, c'est ça que tu expliquais qu'en gros, où ils font beaucoup de live shopping, tu vois, ils ont un certain comportement d'achat qu'on n'a pas du tout aujourd'hui, tu vois, en France. Aux États-Unis, ils sont vachement en avance aussi sur le e-commerce. Et on a beau les copier, en fait, ils ont toujours un truc d'avance. C'est quoi ta perception de ça et qu'est-ce qui fait qu'on est toujours un wagon en retard Alors, il y a un peu de nuance à avoir. Moi, je suis pas trop pour dire justement qu'on est en retard. Je pense qu'on est en avance sur plein de choses et que eux sont capables de comprendre tout ce qui est impact et ce genre de choses. Ils sont à des années-lumière de pouvoir faire ce que nous on fait. Tu vois, le travail que Pierre Guibaud mène avec sa communauté de marketeurs à impact, c'est fabuleux. Si on regarde à Nantes, Imagination Machine aussi, c'est quand même assez incroyable ce startup studio et ce qu'ils ont réussi à produire, tu vois, avec des réussites nationales et maintenant internationales qui sont incroyables. Donc voilà, je pense que oui, il y a des sujets sur lesquels on n'est pas bon, mais il y en a plein d'autres sur lesquels on est brillant. Et moi, j'ai un peu de mal avec ce French bashing, tu vois, où il y a des influenceurs français qui sont là tout le temps en train de dire les acteurs du e-commerce français ceci, les acteurs du e-commerce français cela. En fait, moi, je suis pas d'accord, tu vois. On fait des trucs qui sont vraiment cool, on le fait avec nos moyens, avec les coûts aussi du marché. Et c'est une réalité, c'est qu'on a un des coûts les plus élevés au monde aujourd'hui. Et il y a un vrai enjeu de positionnement, je pense, de l'expertise française à valoriser aujourd'hui, qui tend peut-être plus du haut de gamme que, tu vois, à du discount. Et en ayant cette approche internationale, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas rivaliser avec comme tu dis, les Américains. Après, eux, ils sont bons sur plein de choses. En effet, tu vois, le design. Tu vas voir dans la cosmétique les Spoiled Child, par exemple, ou les Il Maquillage, qui sont des boîtes américaines assez folles, avec justement, tu vois, l'intégration d'IA pour la recommandation de couleurs de teint dans la cosmétique ou ce genre de choses. Enfin, c'est des trucs hyper quali et ouais, c'est des inspirations aussi, bien évidemment, pour moi et puis pour d'autres acteurs du e-commerce. Donc, ouais, le mot largué, je pense que c'est un peu fort. Je pense provocateur. Ouais, j'imagine, mais je pense que voilà, il y a des bonnes choses à prendre. Nous, on fait des choses qui sont très cool aussi. Tu vois, si on parle de référencement aujourd'hui, d'intelligence artificielle, enfin, il y a beaucoup de gens qui regardent ce que nous on fait dans le monde. C'est juste que le problème qu'on a en France, c'est qu'on a souvent tendance à taper sur nos scientifiques plutôt que de les valoriser.
c'est un problème. Et puis il y a cette culture aussi du scientifique, tu vois, qui se reste dans son bureau et qui n'arrive pas à aller sur le marché. Donc voilà, il faut qu'on arrive à... Et c'est ce que fait bien la French Tech aussi, je trouve, tu vois, c'est de faire en sorte que les différents mondes se rencontrent, discutent et permettent de créer ces champions industriels français de demain, ouais. Il y a... ouais, je pense qu'il y a plein de choses hyper positives, en tout cas, pour lesquelles on peut se réjouir d'être français. D'autres un peu moins, mais ça fait partie du jeu, quoi. Trop cool. Et avant de se quitter, est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont les plans de Crisp là, sur les prochaines années ? Écoute... Ou les prochains jours là. Ouais, nous, on n'a pas de roadmap à 3 ans, tu vois. Déjà, la roadmap à 3 mois, c'est pas mal. Non, là, le gros taf qu'on fait, c'est sur les analytics. On était plus au niveau du marché parce que le produit... Enfin, en fait, les clients qu'on a adressés par le passé sont plus les mêmes qu'on adresse aujourd'hui. Et nos clients aujourd'hui ont besoin d'avoir une brique d'analytics qui soit sérieuse, qui soit... Enfin, elle l'est déjà, mais par sérieux, j'entends plus détaillé, tu vois, plus spécifique, plus pédagogique, et puis avec une notion, tu vois, de contrôle un peu plus puissant. Nous, c'est un truc qu'on n'avait pas imaginé, mais en fait, les managers des agents de service client, ils veulent savoir ce que fait en temps réel, quelque part, son agent de service client. C'était pas la vision et la conception que nous, on avait d'une entreprise, mais en fait, c'est la réalité du marché. Donc voilà, c'est vers ça qu'on va actuellement dans l'évolution du produit. On a un gros redesign qui arrive aussi avec des fonctionnalités qui vont de pair avec cette brique analytics. Ça va être un travail sur la notion de sous-inbox. Donc on va être capable dans Crisp d'avoir des boîtes de réception compartimentées fonction des départements dans les entreprises, tu vois, parce que ça, on s'est rendu compte aussi que pour aller séduire des clients sur des tailles un peu plus importantes, eh ben, il faut que ces départements soient cloisonnés. Ok. Parce que vous avez déjà un système de routage pour dire quel type de question va être emmené plutôt à quelle adresse. Exactement. Là, c'est vraiment des inbox spécifiques. Donc demain, on aura des règles de routage aussi fonction d'équipe. Tu vois, où tu pourras dire cette conversation, elle va dans la boîte de réception de la comptabilité, ou cette conversation, elle va dans la boîte de réception de la logistique ou du marketing, par exemple, tu vois, pour les partenariats, ou le B2B, ou ce genre de choses. Et donc ça va venir également aussi avec une gestion plus fine des droits des utilisateurs, puisque à l'identique, tu vois, de l'évolution de la taille des clients qu'on adresse, ben en fait, ces clients-là ont besoin de plus contrôler aussi ce que les personnes sont capables de faire, parce qu'il y a un peu une perte de confiance aussi dans ces collaborateurs qui viennent et qui sont un peu parfois plus passifs que actifs, quoi. Et donc ça, c'est un vrai sujet qu'on va adresser. Et au plus global, en fait, on va, dans notre design aussi, tu vois, faire quelque chose de plus moderne et qui correspond plus à la vision qu'on a, qui est celle non plus seulement d'un outil qui te permet de gérer tes messages entrants, mais également aussi de pouvoir gérer tes messages sortants. Et ça, c'est une notion qui change profondément en termes de design, rien que par le fait de proposer de façon visible un bouton pour créer une conversation, par exemple. Tu vois, aujourd'hui, dans le design actuel, c'est hyper caché même. Pour pouvoir créer une conversation sur Crisp, il faut te renseigner, tu vois. C'est faisable, mais c'est pas intuitif. À contrario tu parlais de Google Workspace encore, où quand tu arrives sur Gmail, tu cliques sur nouveau email et c'est le truc le plus important le CTA, c'est clair. Exactement. Et nous, on veut aller vers ça aussi, mais dans une logique multicanal, quoi. Et donc, c'est vraiment le travail de cette année, c'est, tu vois, sortir ces features pour aller adresser un marché qui nous attend, en fait, parce qu'on a une structure de prix, une taille d'équipe et des fonctionnalités qui font que, à fonctionnalité équivalente avec les leaders du marché, on est 5 à 10 fois moins cher que tous ces acteurs-là. Donc on veut pas louper le train. Ouais. Canon. Merci Antoine, merci d'être venu nous voir dans notre studio improvisé. C'était hyper cool les gars, j'ai pris trop de plaisir à discuter avec vous. Nous aussi. Merci pour toutes ces astuces. On mettra tous les liens là, notamment les ressources un peu cheloues que nous a dégoté là sur. Vérifiez les sources, attention. Sur les statistiques. Il y a peut-être 2-3 trop gens qui traînent. Non mais c'est hyper intéressant. C'est franchement hyper intéressant tout ça. J'espère que les gens auront apprécié. J'en doute pas. Et puis nous on se retrouve pour un prochain podcast, Ben, pour un nouvel invité.
qu'on ne dévoilera pas. Surprise, allez. Il y en a plein, Que des on a surprises. programmé plein de trucs là, dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Antoine. Ciao les gars. Merci, salut, ciao.